Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Alors tu t'appelles Marie-Claire Sylvestre. Tu es née le 21 octobre 1957 à Saint-Vallier-sur-Rhône dans le département de la Drôme. Euh, Tu as écrit un livre qui s'intitule Mon chemin, celui du silence, qui est paru récemment aux éditions du Panthéon. Alors c'est un livre qui m'a en fait beaucoup touché. Je te lis tout de suite et on aura l'occasion de revenir sur les points qui me paraissent sensibles, mais qui en même temps qui me paraissent universels d'une certaine façon pour ceux qui ont vécu des choses effectivement semblables. C'est un livre qui va, j'ai envie de dire, au bout de l'horreur. Un témoignage poignant que tu as réussi, c'est peut-être un tour de force, à écrire en moins de 100 pages. Alors, de temps en temps, en fait, je demande aux personnes que j'interroge si elles souhaitent poster au début ou à la fin une vidéo pour présenter un petit peu le sujet. Et toi, en fait, tu souhaitais me partager quelques mots. Et donc, avec ton accord, je vais les lire pour planter un tout petit peu le décor avant de te laisser la parole, Marie-Claire. Donc, tu dis ceci: depuis mon enfance, je cherche le plus beau à tout prix. J'en ai fait ma devise pour ne pas mourir. Je me suis fabriqué un monde intérieur, un monde imaginaire, car le monde dans lequel je vivais enfant était invivable. Mon monde m'a sauvé la vie et ouvert les yeux sur le beau de notre monde, car il y a du beau. Seul cet espace de liberté intérieure m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas la religion qui m'a aidé, ce qui m'a aidé, c'est moi. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi évidemment as-tu choisi d'entrée de jeu ces mots? Et plus largement, évidemment, pourquoi avoir écrit ce livre et pourquoi en particulier avoir choisi ce titre, c'est-à-dire Mon chemin, celui du silence. Eh bien, j'ai écrit ce texte rapidement. Il est venu tel quel, voilà, du fond de moi, comme tout ce que j'ai écrit dans mon livre, euh, parce qu'il retrace vraiment comme le titre, le silence. Voilà, c'est vraiment le fond de mon vécu et mon parcours aussi. Le C'est silence, ça. entouré de silence. Tu étais entouré de silence, un petit peu comme une chape de plomb. Ce n'est pas, j'ai envie de dire, le silence de l'ermite. C'est au contraire un silence qui enferme, qui étouffe. C'est un silence imposé, bien sûr, Mhm. Et en imposé fait, par l'entourage, essentiellement par la famille, hein, par beaucoup de déni, enfin bon, voilà, beaucoup de choses. Et puis après, aussi, dans ma vie personnelle aussi, voilà, c'était aussi un grand silence. et donc ce livre, en fait, c'était à un moment donné un véritable besoin. C'est un projet que tu avais depuis longtemps, mais que tu ne parvenais pas à faire aboutir. Ou bien c'est, j'ai envie de dire, un coup de tête. Et que j'ai depuis toute petite, mais pour écrire ça, il faut être grand, je pense. Hmm. J'avais commencé à écrire des choses que j'ai effacées tout de suite parce que je voulais surtout pas qu'on y touche, c'était à moi. Et après, quand il y a les enfants, enfin, tout ça, le conjoint, c'est plus compliqué parce que pour écrire, il faut être seul, pour vraiment être avec soi-même. Et il a fallu que je fasse un changement de vie pour aboutir à ce livre, Mhm. un changement radical. Donc des Et conséquences qui ne sont pas des moindres. c'est ça. J'ai lu en fait que tu étais dans une fratrie de 9 enfants. Tu étais en fait l'aînée, Non, la dernière. la dernière. Hmm. Et tu es née en fait dans quel type de famille, Marie-Claire? Alors mes parents étaient instituteurs dans l'enseignement catholique. Mhm. Voilà, donc tout ce qui est communion, les vêpres, enfin tout ce qu'il y avait à cette époque, hein, la messe, voilà, les beaux habits, les signes de croix, le bénédicité, enfin tout, quoi, la totale. Oui, J'étais, j'étais là-dedans, oui. tes parents étaient très croyants, très pratiquants, hein. Beaucoup, oui. Oui, oui, oui. Mm. Et toi, en fait, tu expliques que ta maman était plutôt du genre dynamique, mais calme, et ton papa, lui, était
réservé, mais en même temps extrêmement autoritaire. Oui, moi, il était très autoritaire. Bah, si vous lisez mon livre, vous verrez ce qui- ce que j'ai pu, enfin, je ne vais pas dire subir, parce que c'était sa façon de faire, mais quand même, si j'ai subi certaines choses, voilà. Est-ce qu'il en était conscient ou pas, ça, je ne sais pas. Voilà. Mais j'ai vécu dans ce monde-là, oui. Mm. Quand tu dis en fait que ton papa était autoritaire, il était autoritaire de quelle façon? Ça se manifestait comment? Ah ben, déjà, on n'avait pas droit à la parole au repas, mais bon, je pense qu'à cette époque, je n'étais pas la seule, hein. Les enfants n'avaient pas droit à la parole. Et il se consacrait énormément à son travail d'instituteur. Voilà, instituteur. Il était aussi beaucoup dans les mairies, dans les associations, tout ça. Et nous, ben, ça allait comme ça pouvait, quoi. Mhm. Il y a un texte en fait dans ton livre qui m'a pas mal parlé parce que c'est vrai que quand on est enfant et qu'on vit des choses difficiles, et on y viendrait évidemment à ton histoire, ta propre histoire, mais c'est vrai que parfois évidemment on donne le sentiment à l'extérieur que tout va bien. On est en fait un peu derrière les apparences et le sourire parfois cache beaucoup de choses. Et tu invites justement le lecteur à regarder justement au-delà du sourire en faisant en écrivant ce petit poème. Regarde toujours derrière le sourire d'un enfant ou d'une grande personne. Des larmes peuvent s'y cacher. Elle noie son âme. Je voudrais que l'on y découvre que des soleils pour remplir tous les yeux de lumière et nous éblouir de vérité. Mais pour le coup, tu n'as pas vraiment vécu dans la vérité, mais plutôt dans le mensonge, dans le déni, tu le disais dans le silence. Quel est l'événement, en fait, Marie-Claire, majeur qui t'a justement très longtemps imposé ce silence? C'est-à-dire, tu peux reformuler ta question. Oui, mais qu'est-ce qu'en fait tu as vécu qui était à ce point douloureux que finalement tu t'es refermé, j'ai envie de dire, sur toi-même, dans l'impossibilité, dans un premier temps, de mettre des mots, et donc tu as gardé effectivement longtemps le silence, comme on en parlait tout à l'heure. Mais ce silence est dû à quoi? C'est la puissance de la croyance. Moi, je pense que c'est ça, la puissance de la croyance en Dieu, le fait de pratiquer, de voir mon agresseur comme un Dieu, de surtout pas y toucher, surtout jamais un mot de travers, tout va bien, tout est beau, tout est merveilleux, une belle famille, beaucoup d'enfants, la vie est belle, point barre. Oui, C'est c'est ce silence-là. oui, C'est tout faux, en fait, c'est tout faux. Voilà. Ça, je l'ai compris très vite que c'était tout faux, évidemment. Et c'est pour ça que je me suis construit mon petit monde. c'est ça. Mais le premier, évidemment, si je puis dire, à t'avoir imposé le silence, c'est ton agresseur. Hmm. Et cet agresseur, tu peux nous expliquer en quelques mots qui il était par rapport à la famille? Je dis que c'est le frère de ma maman. Je ne le nomme pas par son nom, voilà, parce que pour moi, il est rayé. Donc, c'était le frère de ma maman. Mais qui avait quand même aussi j'ai envie de dire, une fonction particulière, une Il est- aura particulière. oui, il était prêtre. C'est ça. Hmm. Prêtre. Donc ça, évidemment, c'est un élément qui, quelque part, complique un peu la donne au niveau de la possibilité de parler, parce que j'imagine qu'en tout cas à l'époque, maintenant évidemment les choses ont un peu changé, l'omerta s'est fissurée, mais à l'époque c'est vrai que le prêtre jouissait d'un statut tout à fait particulier et que donc particulier et j'ai envie de dire intouchable. Carrément intouchable, oui. Et puis, alors, il était prêtre et c'était quelqu'un de la famille. Donc, double chape, si je peux dire. Hmm. Voilà. Donc il y avait le poids de la croyance en Dieu, plus c'était un membre de la famille. Donc ça fait beaucoup pour une petite fille. Une C'est, petite fille oui. qui avait quel âge en fait? Quand ça a commencé, je ne me souviens pas. C'est à peu près par rapport à une photo que j'ai vue. Je sais qu'à 6 ans, c'était déjà commencé. C'est ça. En fait, tu expliques très bien dans ton livre que c'est très compliqué évidemment d'avoir des souvenirs précis dans la mesure où évidemment il y a une chape de plomb, on étouffe évidemment ce qui a été vécu et c'est ce qu'on appelle maintenant le syndrome post-traumatique
qui fait qu'on est en mode survie justement pour essayer quand même de mener une vie entre guillemets normale malgré l'horreur subie. J'ai été en mode survie pendant, même après, j'étais en mode survie. Même quand il est mort, après, j'étais en mode survie, parce que le fait de ne pas pouvoir parler, on est en mode survie. Quand on est dans le Ouais, silence, on est forcément en mode survie. Donc c'est un combat quotidien. Comme je le dis, c'est pas écrit sur ma figure, ni hmm. sur aucune figure des victimes. Mais c'est ça, hein. Et c'est pour ça évidemment que comme c'est invisible, ben, ça reste de fait caché et c'est difficile du coup d'imaginer le nombre de personnes qui ont pu être impactées. Je voudrais revenir un instant sur la figure du prêtre pour qu'on comprenne effectivement bien la difficulté justement de dénoncer un prêtre et de toucher finalement une figure sacrée, parce que pour l'Église, évidemment, et pour le croyant, et en particulier, j'agis pour tes parents, quand on est croyant pratiquant qui plus est, effectivement, toucher au prêtre, c'est toucher pratiquement à Dieu. Euh, je reprends ici quelques mots d'un livre qui s'appelle Le Déni de Maud Amandier et Alice Chablis. Je ne sais pas si tu le connais. Non. Écoute, je t'invite à le lire, c'est un livre extrêmement bien écrit. C'est une enquête sur l'Église et l'égalité des sexes, intitulé, sous-titré plutôt, Ils sont au pouvoir, elles sont au service. Et par rapport justement à la question du magistère, euh, le livre dit ceci: pour le magistère, c'est le Christ défini comme pontife suprême et prêtre éternel qui institue le sacerdoce ministériel. Son origine sacrée met le prêtre à part et légitime son autorité. L'ordre des prêtres a autorité sur le reste des fidèles et exerce un pouvoir quasi divin. Le Christ est convoqué pour fonder l'autorité de cette institution qui devient ainsi inattaquable. Investi par la puissance divine, le prêtre catholique est chargé de la médiation entre Dieu et les hommes. Comme dans les religions anciennes, le prêtre était celui qui reliait le profane au divin. Alors c'est vrai évidemment que quand on a affaire à un prêtre, je dirais que qui est justement censé être configuré au Christ, ça paraît absolument inimaginable qu'un prêtre puisse toucher un enfant. Oui, en plus, je viens de l'entendre plusieurs fois, c'est une autorité. Et ça c'est complètement faux. Ce n'est pas une autorité. C'est une personne comme une autre qui est censée transmettre la spiritualité. Ouais. Pour moi, personnellement, ce n'est pas une autorité. C'est comme les évêques, pourquoi ils se font appeler Monseigneur? Alors moi, je ne supporte pas. Pourquoi Hmm. Monseigneur? Ce ne sont pas des rois, ce sont des gens comme nous, sauf qu'ils ont juste la possibilité de transmettre la spiritualité. C'est Ouais. tout. Et je pense que c'est là où est le problème. Le problème, il est là. C'est que tous ces gens religieux, la plupart, pas tous évidemment, confondent, confondent ça. Ils se prennent pour Dieu. Ils savent pas s'arrêter. Mais non, ils ne sont pas Dieu. Mais ils ont Non, été mis effectivement sur un piédestal qui fait qu'ils étaient de fait considérés comme intouchables. ils y restent. Hein. Croyez-moi que pour les déloger de leur piédestal, eh bien, il en faut du courage. Hein. Ouais, c'est pas encore fait. Hein. On en est très très loin. Ouais. Mais voilà, je pense vraiment que pour toi, dans ton histoire que j'ai lu attentivement, c'est vrai que euh, ça a été d'autant plus difficile peut-être à admettre cette violence sur ton corps et ton psychisme qu'elle a été exercée par un prêtre qui est censé justement ben, être la charité même, se mettre au service du Christ pour faire en sorte que chacun puisse se développer, j'ai envie de dire, de manière harmonieuse et tendre vers Dieu pour celui ou celle effectivement qui croit en Dieu. Ma plus grande blessure, elle est là. Hmm. Et, Elle est vraiment là parce ouais. que les blessures physiques, j'ai surmonté. Et celle-là, j'ai encore pas surmonté en plein parce que c'est vraiment une trahison, un mensonge qui tue. Moi, j'ai failli en mourir. Ouais, ouais, j'ai les larmes aux yeux, c'est normal, mais je peux dire que je suis fière d'être ce que je suis aujourd'hui. Je suis loin d'être parfaite, mais je peux vous dire que oui, ça a failli me tuer plusieurs fois. Hmm. Mais quand tu dis je suis loin d'être parfaite,
j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui nous est presque consubstantiel, c'est-à-dire qu'on a été éduqué justement dans la religion judéo-chrétienne à tendre vers un perfectionnisme, une perfection, une pureté. Et alors voir évidemment le gouffre entre les paroles de certains clercs et la réalité évidemment toute crue, toute nue, il y a évidemment un envers de la pièce, je veux dire, qui est absolument abominable, atroce et d'autant plus difficile du coup à voir et à admettre surtout. Et c'est vrai que tu reprends évidemment, et ça j'avoue que ça m'a beaucoup touché en fait, tu reprends précisément, puisque le prêtre lui-même est censé connaître la Bible, tu le dis toi-même dans ton livre, et tu reprends un extrait de Saint Matthieu au chapitre 18, au verset 6, où il est dit ceci. Mais celui qui scandalisera un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attachât au cou la meule de son moulin qu'un âne tourne, et qu'on le précipitât au fond de la mer. Mais oui, et oui, mais il y en a combien qui sont faux de la mer? Il n'y en a point. C'est ça le problème. Alors eux, ils lisent ça devant tout le monde, là, à l'église et tout, et puis il y a vraiment un écart entre ce qu'ils lisent et ce qu'ils font dans le quotidien, que c'est tellement énorme, mais je ne comprends pas qu'on ne puisse pas réaliser des choses pareilles, qu'on ne puisse pas arrêter ça, parce que c'est carrément c'est des crimes, quoi, je veux dire, c'est un crime. Moi, ce Bien que j'ai sûr. vécu, ce sont des crimes. Et la blessure que j'ai, c'est un crime aussi. Mm. La blessure de confiance, de spiritualité et toutes ces choses-là, pour moi, c'est aussi un crime. Bien sûr. Et combien d'enfants ont vécu ça? Combien? Mais combien? Voilà. Mais évidemment, bon, ce frère de ta mère qui était prêtre catholique ici, bon, il était forcément complètement intégré dans la famille, et qui plus est, c'est lui en fait qui a posé tous les actes sacramentels, je dirais, sur toi et les autres membres de ta famille, puisque tu le dis également dans ton livre, en fait, il t'a baptisé, hein. C'est ça, oui. Oui, oui. Ben, il a baptisé certainement mes frères et sœurs aussi, certainement. C'est un truc que je savais, mais qu'en fait, je n'avais pas admis encore. Je l'ai admis juste avant d'écrire mon livre, ça m'est revenu comme ça. Et je me suis dit, non, mais moi, il faut que je fasse quelque chose là. Moi, je ne peux pas garder ce truc dégueulasse, parce que c'est dégueulasse. Mais, mais, mais quelle trahison là, mais c'est énorme, c'est énorme. J'ai dit, là, je n'accepte pas ça, moi, je ne reconnais pas ce truc-là. Donc, j'ai demandé l'apostasie. Mm. Et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est une façon de couper un lien mortifère. Oui, carrément. Oui, là. Ah, ouais. Mm. J'ai bien réfléchi, je me dis, ouais, en fait, c'est pas grand-chose, un baptême. Bah oui, mais sauf que c'est lui qui l'a fait, quoi. Donc, C'est ça. moi, il n'est pas question que je garde un truc, un sacrement, quand l'homme n'est pas saint. Hors de Mm. question. Tu as l'impression en fait que on a parlé évidemment du titre de ton livre, on a parlé du silence. Tu as vraiment l'impression en fait que ce silence, quelque part, tu as senti qu'il t'était imposé par ce prêtre forcément, qui t'a d'ailleurs fait un cadeau qui est censé être un beau cadeau, parce que c'était pour lui à ses yeux très précieux. Donc quelque part, c'est aussi une façon d'acheter ton silence. Tu pourras peut-être en parler de ce cadeau, mais c'est une façon d'acheter ton silence. Tu as l'impression que en dehors de lui qui t'imposait cette chape de plomb, les autres, et en particulier évidemment ta mère, personne n'a rien vu. Je sais pas comment expliquer ça. Je me suis posé beaucoup de questions pendant très, 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 très longtemps. Et comme ils sont morts, j'étais assez jeune. Ça serait maintenant, j'irai les voir, voilà, je leur demanderai, mais bon, c'est trop tard. Donc, je n'ai pas de réponse à ça. Donc, j'ai arrêté de me poser la question parce qu'en fait, ça me torture. Hmm, Et je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce que j'y peux maintenant? Rien. Je ne sais pas, je n'aurai jamais la réponse.
Donc, je commence à accepter, oui, qu'éventuellement, il n'ait rien vu, ou ils ont vu, ils ont fait semblant de ne pas voir, ou ils étaient dans le déni, ou ils étaient trop en admiration devant ce type. Je n'ai pas de réponse, donc je ne sais pas. Mais oui, c'était un silence de mes parents, de ma grand-mère aussi, parce qu'il y avait ma grand-mère aussi qui vivait avec ce prêtre. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, qui me paraissent hallucinantes, même si les gens sont dans le déni, comment on ne peut pas voir ce qui crève la vue. D'ailleurs, je l'ai noté ça aussi. Mais comment on ne peut pas voir comment on peut être conditionné à ce point-là? Comment on peut, au nom de Dieu, être conditionné à se voiler la face sur des choses qui sont horribles? Je ne comprends pas. Il faut que C'est pour ça, moi, l'Église, j'ai pas confiance, j'ai plus confiance. C'est pas possible d'avoir confiance. C'est pas possible. Tout ce qu'ils disent, c'est en désaccord avec la réalité. C'est très difficile de se faire entendre. J'ai essayé, j'ai frappé à 2, 3 portes. Les portes sont fermées. Même maintenant, je peux vous le dire. J'ai encore tenté la semaine dernière. J'ai pas de réponse. Oui, c'est ça. On pourrait se dire qu'officiellement, Ils ont sorti un beau papier là. Oh, il était beau leur papier en février ou mars là. Mais c'est de la com, c'est tout. Pour l'instant, sur le terrain, je peux vous dire qu'il n'y a absolument rien de fait. hmm, Ça, je peux vous le dire. Rien de fait. ouais. Mais bon, c'est vrai qu'évidemment, le prêtre de nouveau avait une telle aura que c'était quelque part dans les mentalités de ne rien dire, de ne pas vouloir voir et de ne pas effectivement vouloir entendre. D'où le fait évidemment que les enfants victimes de ce type de prédateurs étaient effectivement pieds et poings liés, j'ai envie de dire, et complètement enfermés dans leur silence. Mais en même temps, je me souviens dans ton livre, tu dis notamment que ce prêtre, à certains moments, te prenait sur les genoux donc devant d'autres membres de la famille et que voilà que tu étais avec une petite jupe donc il y a quand même des choses si on est un peu attentif qui ne peuvent pas passer inaperçues quoi. Ne pas voir ce qui crève la vue, Hmm. c'est ça. Au nom d'une admiration devant la religion. C'est comme ça et pas comme ça. Donc là, ça pose beaucoup de problèmes, oui, pour les enfants. Ouais. Mais oui, ça pose beaucoup de problèmes et puis ça en pose d'autant plus quelque part que le gros souci, j'ai envie de dire, des prédateurs sexuels, c'est que en général, ils ne se limitent pas à une seule victime, mais qu'ils font d'autres victimes aussi dans leur entourage proche. Là où évidemment il y a déjà ce lien de confiance qui est censé exister, ils peuvent d'autant plus facilement évidemment être des prédateurs qui font de nombreuses victimes. Ici, en fait, tu le racontes très bien dans ton livre et puis on comprend effectivement à la fin ce qui se passe, mais tu parles notamment de ton frère qui à un moment donné, tu le vois avec une somme d'argent entre les mains, il n'est pas censé avoir autant d'argent dans la main et tu lui demandes, tu lui poses la question, mais d'où vient cet argent? Et puis là, tu te rends compte qu'il te répond de manière faux-fouillante. Oui, et puis quand on est enfant, voilà, mon frère, j'étais en admiration devant mon frère, donc je croyais ce qu'il me disait. Il me disait, ben, je les ai trouvés. Alors, je me disais, ben, dis donc, tu as de la chance, tu les as trouvés où? Que j'aille voir moi aussi, hein? Mhm. Non, non, mais c'est impossible, tu ne trouveras pas, je ne me rappelle plus. Enfin voilà. Et puis, ben, je le croyais, bien sûr. J'étais petite, je le croyais, bien sûr. C'est qu'après, j'ai réalisé, parce que je ne savais pas pour mon frère. Je ne savais pas. Et toi aussi, je le disais tout à l'heure, ton silence a été acheté, pas par de Oui, l'argent, mais par... il a été acheté, oui, avec sa façon de jouer aux cartes avec nous, avec une montre qu'il m'avait donnée en disant, chaque fois qu'on allait regarder dans ces cartons, surtout touchez pas à ça, je vous interdis d'y toucher. Et à moi, ils m'en donnent une en me disant, t'es la plus petite, t'es ma préférée, mais il ne faut pas le dire à tes frères et sœurs parce qu'ils vont être jaloux. Donc oui, une petite fille, eh ben, on n'a pas envie que ses frères et sœurs soient jaloux. Elle n'a pas envie. Hmm, Elle ne veut pas faire du mal à ses frères et sœurs. hmm. C'est très simple. C'est ça, une enfant. Oui, c'est ça. En fait, il pose un acte évidemment
qui non seulement t'enferment dans le silence, mais qui quelque part te culpabilisent aussi par rapport aux autres. Tu pensais être évidemment du coup la préférée aussi. Donc sur un plan affectif, il y a quelque chose d'extrêmement important qui se joue et qui du coup est extrêmement pervers aussi, évidemment. Perversité, oui. Ouais. Ouais. Pervers manipulateur, bien sûr, comme tout Mm. ce genre de prédateurs d'ailleurs. Ce sont des gens, alors, bon, je ne dirais pas intelligents, mais qui ont une forme d'intelligence, savent très bien s'en servir, savent très bien cerner les personnes, les moments, les instants. Ils sont très doués pour ça. Mm. Les manipulateurs sont très doués pour ça. Mais je mettais en fait un instant à ta place quand je lisais ton livre et je me disais, c'est vrai que ça doit être quand même extrêmement terrible d'être violé par un prêtre et en même temps, quelque part, ne pouvoir rien dire et en plus de devoir participer à la messe que lui-même donnait. C'est-à-dire que il parlait, j'imagine, de l'amour du prochain, de la perfection, de pureté, etc. En chair de vérité, en ayant justement un comportement absolument, absolument atroce par ailleurs. Le- un des pires souvenirs, je dirais même plus que l'agression sexuelle, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'était dans la tête d'une petite fille, mais où vous avez l'impression d'être. Vous ne savez plus quoi faire. C'est pour ça que je me suis inventé mon petit monde. Et je me dis que de toute façon, moi, m'en fous, je vais peut-être mourir demain, ben, ça sera mieux. Voilà. Puis non, finalement, j'ai croisé un escargot, j'ai croisé des châtaignes. Voilà, ça, c'est Hmm. petit. C'est les enfants. Très simple. Ils s'accrochent à ça, c'est tout. Ça ne va Ouais. pas plus loin que ça. C'est la manière effectivement de survivre à des situations compliquées. Tu le dis très bien en disant juste en parlant dans un chapitre, tu parles de l'indicible en disant je n'ai pas le souvenir exact que quand cela a commencé dans la journée, il m'emmenait dans sa chambre, fermant ensuite la porte à clé et là, il me violait me volant mon corps, une partie de mon psychisme, la sécurité, la confiance en ma famille. Cela pouvait se passer aussi dans le cabanon du jardin ou dans la cuisine en présence de ma grand-mère et de mes parents. Là, il m'invitait à venir m'asseoir sur ses genoux lorsque j'avais une petite robe, sa main se faufilait sous celle-ci. Je me suis échappé une seule fois dans le grenier, dans la pièce où il y avait les gravats. On en parlait de ce silence de la famille qui est quand même normalement censée voir ce qui se passe et évidemment protéger son enfant. C'est a priori un réflexe normal de parents. Je ne sais pas si tu connais le livre de Séverine Meyer. Je l'ai déjà vu, cette dame, oui. Oui, oui. Son livre, non, je ne l'ai pas lu, mais Séverine Meyer, j'en ai entendu parler, oui. Parce que c'est vrai qu'évidemment, quand tu lis les histoires d'autres personnes qui sont passées par là, c'est aussi une façon pour toi, évidemment, de t'approprier ta propre histoire et de te rendre compte que ce que tu as vécu, en le disant en off, tu n'es pas folle. Mm. Ça s'est vraiment passé, ça a été compliqué et c'est normal. Et ce qui n'est pas normal, c'est justement le silence de la famille. Et de ce silence, justement, dans famille incestueuse, elle en parle très bien. Elle dit ceci en parlant de son beau-père. Alors oui, c'est bien cet homme-là qui, à la base, est coupable d'avoir mutilé mon enfance, mon corps, ma dignité, ma raison, mon avenir. Mais elle rajoute, mais une famille incestueuse, c'est cette famille qui, au lieu de soutenir la victime, décide de tout faire pour la tenir au silence, en se fichant royalement de son équilibre mental, de sa santé, de son avenir. C'est ça. C'est exactement ça, oui. Mm. Mais j'avais écouté une vidéo de elle il y a quelques années. Elle avait fait une vidéo, je crois. Je crois que c'est elle. Oui, elle a fait effectivement une vidéo et une pétition pour lutter contre la prescription Ben, c'est là-dessus. de l'inceste. Euh, et elle dit également ceci sous un chapitre aimé pour l'interrogation, 47 ans et je réalise que tous mes repères sont faussés, en particulier celui de l'amour. Ah ben, c'est complètement faussé, oui. Oui. Moi, c'est faussé, ça a été faussé très, très vite, très tôt. J'en ai pris conscience très tôt. Et je me disais, comment je vais faire? Je ne savais pas.
J'avançais au jour le jour, toute seule. Bon, j'avais ma sœur, hein, c'est vrai qu'avec ma sœur, je m'entendais, Oui, c'est une relation merveilleuse. Mais on sait pas, en fait, on avance au jour le jour, hein, on ne sait pas. On ne sait pas. On prend ce qui vient à l'instant présent et ce qu'il y a de plus beau, bien sûr. Puis le reste, on essaye d'oublier, de se dire que c'est pas vrai, que ça passera, que demain ça sera fini. Voilà, c'est ça, ouais, c'est la survie. Mm. oui. Et alors, tu parles aussi très bien justement de cet étouffement qui parfois est tel que finalement la seule manière de lâcher un peu, j'ai envie de dire, du lest, il y a une sorte de soupape aussi qui est cette colère, et tu en parles, tu en parles en disant mes colères spectaculaires étaient une soupape de sécurité, un vidoir, un cri de douleur restait toujours sourd, une de mes issues de secours. Mais en même temps, cette colère, on ne voulait pas la voir quelque part, et quelque part, elle t'était renvoyée en pleine figure, c'est-à-dire que tu étais en retour, si je puis dire, maltraité pour t'être mal comporté. C'est ça, double peine. Double peine. Double peine, oui. J'ai eu double peine pendant très longtemps, hein. Voilà, non seulement dans ma famille de mon côté, mais ensuite dans mes relations personnelles. Voilà. Donc oui, la peine est très lourde toute la vie, hein, oui. Il faut vraiment avoir du mordant pour passer au-dessus de ça parce que c'est extrêmement destructeur et je ne regrette pas mes colères. C'est ce qui m'a sauvée. Les colères m'ont sauvée, oui, bien sûr. Puis c'était pas de la colère, c'était de la douleur. Enfin, c'était de la colère aussi, quoi. Oui, de tout. De la douleur, de la rage. C'était juste ma façon de hurler parce que je pense que si j'avais pas hurlé, oh, je pense que je me serais laissé mourir de faim. Je pense, certainement. J'y avais Hmm, pensé plusieurs fois d'ailleurs. c'est ça. Parce que c'est vrai que tu fais état dans ton livre, tu listes quelque part de manière très lucide, très scrupuleuse, les différents effets que les viols avaient sur toi. C'est-à-dire ton comportement et la manière dont ton corps se comportait pour essayer de lutter et en même temps de manifester un mal-être psychique extrêmement profond. Oui, 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 il y a des signes, hein, il y a plein de signes. Les enfants ont plein de signes, hein. Voilà, mais seulement, il faut quand même savoir être un petit peu attentif aux enfants pour pouvoir les voir. Il y en a qui sont quand même spectaculaires, comme mes colères. Ils n'ont pas été vus. Bon, c'était des caprices, paraît-il. Oui, mais si on fait un caprice, c'est qu'il y a une raison aussi. Donc, on peut chercher à comprendre. Bah là, non, cherchez pas à comprendre. C'était un Hmm. caprice, un bar, voilà. Donc, on arrête le caprice, on met une fessée, et puis c'est tout. Donc, oui, le silence toujours. Voilà. M'obliger au silence, j'avais pas le choix. Mais c'est important aussi de mettre justement des mots pour décrire une réalité et mettre fin au mensonge, au déni. Je pense que c'est important pour toi, c'est important pour les autres qui nous écouteront, mais c'est vrai que, comme tu le disais, c'est important aussi de se rendre compte qu'on n'est pas fou, qu'on n'est pas folle, mais qu'il y a une réalité derrière qui essaye tant bien que mal de s'exprimer. Et tu l'as décrit très bien dans ton livre en disant effectivement mes colères, deux points confondus avec des caprices. L'énurésie, encore combien de temps cela va-t-il durer? L'eczéma, une pommade fera l'affaire. Mes terreurs nocturnes au bain, ce sont des cauchemars. Mon mutisme, elle est timide. L'anorexie, le médecin lui a prescrit ce qu'il faut. Donc à chaque fois, il y a une réponse à tout, mais chaque fois une mauvaise réponse. Mais oui, et puis j'avais l'impression d'être le vilain petit canard de la famille. J'avais toujours quelque chose. Ah bah, elle est toujours en train de faire des caprices. Elle a de l'énurésie, elle ne mange pas. Voilà, c'est tout. Voilà, le vilain petit canard de la famille, ouais, qui essaye de se faire entendre et puis qui ne sera jamais entendu. Mhm. Mais c'est important parce que ton livre, évidemment, aussi fait écho à d'autres qui ont vécu la même chose, d'où l'intérêt, évidemment, aussi de citer peut-être des extraits d'autres livres pour que les personnes qui lisent des choses semblables se retrouvent dans les paroles d'autres auteurs. Mais
En parlant de la colère, de nouveau, Séverine Meyer, dans un livre qu'elle a intitulé justement La parole, en parle très bien. Elle dit ceci: J'ai souvent eu du mal à contenir ma colère. C'était douloureux de la terre, ça me tordait le cœur et le ventre comme si j'allais imploser. Alors il fallait que ça sorte, peu importe quand ou comment. Le problème, c'est qu'en véritable écorché vive que je suis, j'exprime souvent les choses avec excès. Alors la colère, imaginez un peu. Oui, c'est exactement ça. Oui, oui, la colère était spectaculaire. Ouais. Bah, Oui. heureusement qu'il y a ça. Sinon, je crois qu'on serait allé au drame. Oui, bien sûr. Quand tu parles en fait, Marie-Claire, de ta sœur et du lien de confiance qu'il y avait avec elle, euh, tu as perçu éventuellement ce qui faisait que ta sœur était pour toi quelqu'un de, j'ai envie de dire, d'incontournable dans la fratrie, d'extrêmement important. Elle avait à tes yeux, je pense, une place tout à fait particulière. Tu as compris la raison de cette place particulière, pourquoi elle, en d'autres mots, et pas finalement quelqu'un d'autre, vous étiez quand même neuf au total, neuf séparés dans une famille. Donc, pourquoi cette sœur-là en particulier? En fait, on suit tous d'un an, et cette sœur-là avait juste un an plus que moi. Et puis, comme on était nombreux et que la maison était petite, on dormait dans le même lit. Et puis, ben, quand on est enfant, on se raconte pratiquement tout, hein. Donc, on se disait ben, ce qui se passait avec nos mots d'enfant sans comprendre, quoi. Donc, moi, je savais pour ma sœur, je savais. On en parlait entre nous, petite. Après, ça, on n'en a plus parlé, mais petite, on en parlait beaucoup, oui. C'est incroyable ça. Donc, spontanément, entre vous, vous parliez de Oui, ce que le frère de oui. votre mère vous faisait. On était toujours ensemble 24 heures sur 24. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On se quittait jamais. Donc, c'est pas ma soeur jumelle, mais c'est pareil. Oui. C'est un lien. Oui, on en parlait, oui. Oui, pour avoir, je veux dire, entendu. Pas, on ne comprenait pas. Donc, on se disait, bah, tiens, il a fait ça, c'est quoi? Ah, ben, c'est bizarre, il a fermé la porte à clé. Voilà, et c'est des choses qui. On sent bien que c'est pas normal. On le ressent. On ne sait pas, on se questionne, on se dit, mais tiens, voilà, on se demande. Puis bon, mais comme c'est un prêtre, comme voilà, donc on va vite se taire parce qu'on ne va surtout pas le dire. On ne pourra pas le dire. Jamais. Hmm. Jamais. Mais j'ai entendu également d'autres récits, et c'est vrai que parfois, quand plusieurs membres d'une famille euh, sont, euh, sont violés, la chape de plomb est telle que même les enfants entre eux n'osent pas en parler. Ils pensent vraiment être le seul à vivre ça. Et il y a une telle injonction au silence que ils sont vraiment, j'ai envie de dire, pris en étau dans l'impossibilité d'en parler, de peur de dévoiler quelque chose qui est censé être tu. Et donc ici, si je comprends bien, il y avait véritablement une confiance qui était telle que finalement, au moins à ta sœur, tu as pu en parler et vice-versa. Oui, oui, bah oui, mais c'est surtout comme je l'explique, c'est que on était tout le temps ensemble. On ne s'est jamais quitté enfant. Et ça, dans une fratrie, c'est quand même un petit. Enfin, je ne sais pas à l'époque comment c'était, mais quand même exceptionnel. On était en classe ensemble, la nuit, on était ensemble, la journée, tout le temps, tout le temps. Donc, dès qu'elle s'absentait, moi, j'étais perdue et vice-versa. Puis, on avait juste un an d'écart aussi. Donc, c'est particulier, c'est très beau. Hmm. Mais ta sœur, finalement, euh, elle n'a pas réussi à surmonter, en fait, ce Non, drame. Donc, malheureusement, elle est partie très tôt. ouais, elle s'est mise dans l'alcool. Puis, j'ai essayé de m'en occuper, mais ça n'a pas suffi.
Voilà, j'appelle ça, tous ceux qui sont malades, alcooliques, j'appelle ça des suicides déguisés. Hmm. C'est pour ça que moi, les jugements par rapport à tous ceux qui boivent, tous ceux qui se droguent, mais taisez-vous, quoi. Voilà, cherchez à comprendre. Enfin, si ça vous intéresse, bien sûr, sinon, baptisez-vous. Ben c'est ça, ce sont de nouveau des signes et des signes qui parlent pour ceux qui veulent bien entendre. Ouais. Mm. Ouais, c'est des gros chagrins, ça l'est toujours. Et toi, en fait, Marie-Claire, comment tu expliques quelque part que tu as quand même réussi à surmonter ce drame? Quelles ont été euh, je dirais peut-être les rencontres importantes sur ton chemin de vie, ou quelles sont les démarches que tu as entreprises pour essayer justement de prendre conscience et du coup, en prenant conscience, à aller mieux? Ben, je pense que justement, ce sont mes colères. Ma sœur n'avait jamais de colère. Moi, j'avais des Hmm, grosses colères. Ma sœur, elle bougeait jamais. Donc, je pense que c'est une question de caractère, de force que j'ai. Je ne sais pas comment expliquer. Puis ensuite, bien sûr, c'est les rencontres que j'ai faites adolescente. Et puis, j'ai compris très vite, de toute façon, qu'il fallait que je me débrouille toute seule. Donc, s'il fallait que je m'en sorte, il fallait que je trouve un moyen. Donc, j'ai cherché plusieurs moyens, j'ai pataugé, je me suis roulée, relevée, voilà, comme beaucoup de victimes. hmm. Et l'écriture du livre participe à cet aspect, j'ai envie de dire, thérapeutique, reprends ton histoire en main. Oui, bah, j'ai tout repris depuis le début. Ça fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait très longtemps que j'y pensais. Mhm. J'ai voulu refaire mon parcours et quand j'ai repris depuis le début, mais je me suis aperçue que, en fait, oh, j'ai énormément oublié beaucoup de choses. Tout ce que j'ai gardé dans ma mémoire, c'est presque le plus beau. Et c'est ça qui m'a sauvée, oui. Je pense que c'est ça. Hmm. Je vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre. J'ai rien de mieux que les autres. J'ai peut-être simplement une force de caractère. Je sais pas comment l'expliquer. C'est pour ça que je m'en sers pour témoigner. Hmm. Mon livre, le but, c'est pas de dire je suis victime. Je dis maintenant je suis une ancienne victime. Je suis maintenant un témoin. Parce que vous me voyez comme ça, j'ai peut-être l'air bien, souriante, calme. Et tout ce que j'ai vécu, ça n'a jamais été écrit sur ma figure. Hmm. Tu l'expliquais dans ton livre, cette difficulté justement tout en paraissant calme, cette difficulté de surmonter justement ces difficultés au quotidien. Tu dis notamment ceci depuis l'adolescence et jusqu'à présent. La plupart du temps, la nuit, des flashbacks surgissent. Je revis des scènes d'agression dont les souvenirs restent très flous. Ça, c'est quelque chose encore qui malheureusement impacte tes nuits. Alors, beaucoup moins maintenant, parce que j'ai fait un changement de vie. Donc, je me suis posée, je me suis centrée sur moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Le fait de me retrouver seule et de vraiment prendre soin de moi, d'écrire mon livre aussi, de mettre les mots sur les mots, et puis de me dire, bon, tu reprends toi à zéro, parce que dans ma tête, il y a pas mal de brouillard. Ça m'a quand même beaucoup aidé. C'est ce qui m'a aidé. Ouais. Ce qui est interpellant aussi dans le livre, c'est que très tôt, il se passe un événement important, mais comme les mots de nouveau ne sont pas mis, tu ne comprends pas. C'est le fait que ta mère très tôt disparaît en fait, hein. Ouais, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ça, c'est un truc que j'ai très mal vécu, que elle disparaît, hop, comme ça, du jour au lendemain, pendant plusieurs jours. Moi, je demande, elle est où? Mais elle est où? Je suis petite, j'ai besoin de ma maman, comme tous les enfants. Personne ne me répond. Personne ne m'a jamais répondu. Donc, je reste encore dans mon silence, dans mes questions, dans mes colères, évidemment, forcément.
dans l'incompréhension, dans la bagarre avec moi-même en me disant mais je vais devenir dingue, je suis rien puisque personne ne me parle, je sais que je suis rien. Ça aussi c'est un truc qui m'a traîné longtemps, le fait de me dire je suis rien. Et puis d'apprendre, je crois que c'était en sixième ou en cinquième, quatrième, en cours d'anatomie, qu'en fait c'est une histoire de Rhésus, quoi. Voilà, et que si on m'avait dit, bah, t'inquiète pas, elle est un peu fatiguée, elle va revenir, ça aurait suffi. La phrase est courte, hein, quand même, pour enlever des angoisses. Je ne Hmm. l'ai jamais eu. Mais comment tu expliques en fait cette impossibilité de dire simplement ta maman est malade, elle doit s'absenter, prendre soin d'elle, et comme tu dis, on met des mots, les choses sont plus simples. Rien, c'est là qu'on se dit, mais après, avec l'âge, on se dit, mais comment ils ont fait 9 enfants pour faire ça? Mais non, au nom de Dieu, mais non, c'est pas possible ça. Mais comment on peut traiter des enfants comme ça? Comment on peut ne pas leur expliquer avec des phrases toutes simples? Comme j'ai dit tout à l'heure, maman est fatiguée, elle va revenir dans quelques jours, t'inquiète pas. Ça dure quoi? Même pas 5 secondes? Comment on peut expliquer? C'est que l'enfant n'est pas considéré comme une personne. C'est Hmm. plutôt un boulet. Hmm. Je le ressens comme ça. C'est mon point de vue, hein. Alors maintenant, eux, ce qu'ils pensaient, je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je le ressens comme ça, je l'ai ressenti comme ça. Hmm. C'est ce que je ressens qui est important. Bien sûr. Ce que les autres pensent, ben, ils pensent ce qu'ils veulent, mais moi, ce que je ressens, tout le monde s'en fout. Moi qui en souffre, tout le monde s'en fout. Moi, je n'ai rien demandé, moi. Je n'ai même pas demandé à naître. Hmm. Tu es né pourtant effectivement un 21 octobre 1957. Oui. J'ai la date en mémoire parce que je suis né en fait le 22 octobre 1967. Ah, Donc on a 10 ans d'écart pratiquement jour pour jour. on verra. Et donc tu dis ceci effectivement dans ton livre toujours, le 2 juillet 71, papa vient très tôt dans ma chambre, maman est morte ce matin, elle avait 51 ans. Dans ma tête, je lui ai dit au revoir au moment de la mise en bière dans sa chambre, j'ai 13 ans. Et donc là, effectivement, tu expliques aussi toujours un petit peu dans la difficulté de se souvenir. Tu dis que tu n'as aucun souvenir de son enterrement. Tu sais juste que c'est son frère, ce prêtre, qui a célébré l'enterrement. Ouais. Donc là, de nouveau, une fois de plus, ce prêtre est partout au moment important et j'imagine que ça ne fait qu'accentuer aussi ta colère, ton incompréhension et cette difficulté de sortir d'une situation finalement invivable, inextricable. Partout, il était partout, partout, c'est ça. De partout, ouais. Jusque dans les cauchemars, jusque partout. Partout où je vais, je ne peux pas rentrer dans une église, je me dis, il va être là, pourtant il est mort. C'est fou, hein? Hmm. Ouais. Mais bon, ça, c'est pas grave, l'église, on peut s'en passer. Oui, mais ce sont effectivement des rappels incessants, quoi. Là. Bon, moi maintenant, mais beaucoup moins maintenant, mais ça a duré des années. Hmm. Et alors, on le disait tout à l'heure, on parlait effectivement de ton frère qui s'est retrouvé avec, enfin que tu avais plutôt retrouvé avec des billets dans la main. Tu as compris effectivement plus tard, C'est des s- pièces, des petites des pièces. pièces, oui. Tu as compris effectivement plus tard qu'est-ce que ces pièces faisaient dans sa main. De nouveau, c'était le fameux frère de ta mère Ouais. qui le violait aussi. Je l'ai su au moment de son suicide, il a laissé un courrier, donc c'est là que j'ai appris, ouais. Ça a été l'horreur pour tout le monde, quoi. Beaucoup de culpabilité pour moi aussi. Mais bon, ça, j'ai travaillé là-dessus, donc maintenant, j'en ai plus. Mais le fait de se dire pourquoi j'ai pas compris, quoi. Pourquoi enfant, j'ai pas compris pour mon frère. Et ça, c'est une grande épreuve pour moi. Ouais. Ouais. Et, et, il avait quel âge ton frère à ce moment-là? Il avait 50 ans. 50 ans.
Et toi, malgré cette situation où j'ai envie de dire quand même, quand on voit effectivement les choses, j'ai envie de dire, un peu dans son ensemble, on se rend compte évidemment qu'il y a quand même pas mal de morts dans la famille, quoi, des personnes effectivement proches qui décèdent extrêmement tôt et de morts violentes, de maladies extrêmement graves. Euh, Toi, néanmoins, tu réussis à trouver ton autonomie et tu expliques, je pense, que tu parviens à fonder une famille très jeune. Oui, parce que bah, c'est toujours pareil, c'est chaque personne au fond de soi l'appelle à la vie, hein, on va dire comme ça. Moi, est-ce qu'elle était, elle était très forte, c'est sûr et certain. Oui, je voulais passer j'avais dans l'idée de passer le bac, de faire des études de médecine ou histoire. J'aime beaucoup l'histoire, géographie. Et puis, quand mon papa est mort, que ça allait pas, j'ai dû quitter la maison, donc j'ai fait un BEP tout bêtement. Et puis, voilà, je suis devenue aide-soignante. Et oui, j'ai fondé une famille assez tôt. Assez tôt, c'est à l'âge de 17 ans, c'est ça? Non, j'étais autonome à l'âge de 17 Ah ans. oui, 17 ans. Mes enfants, je les ai eus à 20, la première, je l'ai eue à 21 ans. D'accord. Oui, Mm. c'est quand même jeune. Et donc, en fait, par la suite, tu expliques, c'est en octobre 81 que ton papa décède à l'hôpital à l'âge de 61 ans. Tu as le sentiment finalement que après le décès de ta maman, ton papa ne s'en remet jamais vraiment, en fait. Non, non, ça n'est jamais remis, non, jamais. Ouais. Mais je pense que c'est le décès de ma maman, hein. Après, il a peut-être d'autres raisons que je ne connais pas, mais je pense qu'essentiellement, c'est ça, oui. Oui, oui, c'est laisser mourir. Oui. Mm. Hmm. Ouais, ouais. Ouais, ça fait beaucoup, hein. À 23 ans, j'avais plus mes parents. Ouais. Mm. Et alors, comme beaucoup de victimes, lui aussi, je pense, qui ont été violentées à un moment donné, ce qui aide vraiment à faire à couper un des liens toxiques, mortifères, c'est quand l'agresseur décède de s'assurer qu'il est bien mort. Toi, là, pour le coup, tu revas à l'église, mais c'est pas forcément pour prier, c'est plutôt pour t'assurer qu'il est bien mort. Oui, 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 oui. Je suis allée bien voir s'il était au fond de la tombe. Oui. C'est Mm. ça. Et je souris, mais c'est pas tant pis, j'ai même pas honte. J'en suis contente. Hmm. C'est dur d'arriver à ce raisonnement-là, mais j'assume. Mais c'est aussi une façon de se dire que le mal qu'il t'a fait ne se reproduira plus. Mais c'est surtout ça, oui, parce que je suis certaine qu'en dehors du cercle familial, il y a d'autres victimes, hein. Ouais. Il n'y a rien dans les archives, hein, paraît-il. Bon, les archives, on met bien ce qu'on veut dedans aussi, hein, on est bien d'accord. Donc, Hmm. voilà, il y aurait, hein, je dis bien, il y aurait éventuellement une, une victime, je l'ai su il n'y a pas longtemps, qui est décédée maintenant, mais voilà, il y en a eu Hmm. d'autres, c'est obligé. Les prédateurs ne s'arrêtent pas au cercle familial, ils ne s'arrêtent jamais. Hmm. Tout à fait. Et là, dans ton livre, tu alternes j'ai envie de dire, le récit et la poésie, euh, et malgré effectivement les maltraitances subies, il y a un poème que j'aime beaucoup, en fait, qui est finalement la soif de vivre, hein, qui se manifeste à travers ces mots-là, lorsque tu dis toujours, j'ai toujours mes ailes, elles se réveillent car je rôde sans elles sous un ciel sans miel. Dans mon âme se glisse un espace attendu, celui qui connaît les délices ou bienfaits absolus. Les yeux fermés, je sais que je vais partir sans même quitter la terre que je ne peux finir. Mes ailes se déploient, aucun nuage me couvre, je suis loin déjà, les silences s'ouvrent, je suis loin, très loin, mais si près de moi, je me délie enfin des absurdes lois. C'est tout mon résumé, ça. Ça, celui-là, c'est mon résumé, ouais, de ce que j'ai vécu dans mon monde à moi, psychique. C'est ça qui m'a sauvée. C'est le résumé de ce que j'ai vécu. C'est exactement ça. Donc maintenant, tu as le sentiment que malgré le silence dont on parlait tout à l'heure, qui est dans le titre de l'ouvrage, malgré la solitude que tu as vécue,
tu as vraiment l'impression maintenant d'être sur un chemin où tu peux enfin te délier. Oui, j'ai délié de beaucoup de choses. J'ai compris, j'ai admis. Voilà, compris depuis longtemps, admis surtout. Et surtout, je suis capable de l'exprimer au grand jour, et ça, c'est pas évident, parce que quand on l'exprime déjà, soit dans la famille ou dans un couple, je peux vous dire qu'on en prend souvent plein la figure, pas volontairement. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais enfin, ça nous enferme à nouveau dans le silence. Et là, je, je dis tout ce que j'ai à dire et on peut me dire que j'ai mauvais caractère. Ça m'est égal. Parce que Je dis, je sais que c'est pas vrai. ouais, pas plus qu'une autre. Non, mais c'est vrai que c'est important, je pense, j'ai envie de dire pour le coup, de remettre l'église au milieu du village, puisqu'effectivement, euh, c'est une image qui peut être parlante pour certains, surtout quand on est croyant. Il faut à ce moment-là, j'ai envie de dire, être charitable jusqu'au bout et remettre les choses à l'endroit. Et faire de la victime une victime et du bourreau un bourreau. Et c'est vrai que souvent, malheureusement, la famille refuse de voir pour protéger une réputation, souvent. Donc, à un moment donné, il faut peut-être que la famille Oui, accepte aussi de la, regarder la réalité en face. la famille, c'est aussi le pilier. Ce sont les murs porteurs. Donc, il y a plein de choses hein, dans le mot famille. Hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Attention, hein, c'est que c'est la sécurité, c'est le pilier, c'est les murs porteurs, c'est un soutien, c'est voilà. Ouais, Ce sont tous les premiers mots qui sortent. Mais, mais, voilà, si j'ouvre la bouche, personne ne va me croire. Si quelqu'un me croit, tout va s'écrouler. Donc, ouais. je prends des risques. Mais oui, mais je pense que tu les prends avec raison parce que de fait, ce qui n'est pas dit euh, durant une génération, finalement, se reproduit aussi les générations suivantes. Je veux dire, c'est, c'est illusoire de croire qu'on résout le problème en l'enfermant à triple tour dans un coffre-fort. Donc, à un moment donné, il faut que ça sorte pour enfin assainir, je dirais, le terreau familial et les générations qui vont suivre. Il faut que ça sorte, bien sûr, mais il faut aussi que ça soit entendu. Et Oui, moi, j'arrive à le sortir, j'arrive à l'écrire, j'arrive à parler aujourd'hui. Mais moi, ce que je voudrais, c'est que je sois entendue. D'ailleurs, le but de mon livre, comme je l'ai dit, c'est celui-là, être entendu, voir ce chemin que j'ai parcouru. Mais comment est-ce vrai, est-ce pas vrai? Ben oui, c'est vrai, oui, c'est ça, c'est ma réalité, c'est la réalité. Et combien d'autres? C'est ça, c'est cette conscience-là que je veux faire prendre à certaines personnes. mm, Ils ne réalisent pas ce qu'un enfant peut vivre dans sa tête pendant des décennies. C'est ce chemin-là que je veux faire prendre conscience pour que quelques lignes bougent un petit peu, qu'il y ait quand même quelques yeux qui s'ouvrent un petit peu plus, qu'il y ait des gens qui contestent quand ils voient quelque chose et non pas qu'ils se disent j'ai rien vu, mm. entendu, parce que finalement, tranquille chez moi, j'ai la paix, pourquoi m'emmerder avec une histoire pareille? Parce que dans le fond, c'est ça, ça dérange, je dérange. Mm. Bien sûr, cette histoire dérange. Vous ne croyez pas qu'elle m'a dérangée? Mm. Quand j'ai de la chance, je suis en vie. Mais ton frère, justement, pour revenir un instant à lui, aurait évidemment aussi aimé être entendu. Et c'est parce qu'il n'a pas été entendu que malheureusement il s'est suicidé, tout en laissant une lettre dans l'espoir néanmoins d'être entendu, j'ai envie de dire post-mortem, que Oui. l'on comprenne évidemment ce qu'il a vécu et que l'on comprenne du coup son acte irréversible. Mais oui, mais bon, c'est trop tard, quoi. C'est trop tard. Mais il a écrit, je trouve, une lettre pour le coup, j'ai envie de dire quand même poignante, que tu reprends dans ton livre. Tu, tu accepterais en fait que je lis cette lettre? Oui, oui, pas de problème. Donc, c'est toi qui le dis dans ton livre, tu dis mon frère laisse une lettre sur sa table de cuisine. Je ne veux pas aller à l'église, trop de mauvais souvenirs d'un sale curé. Il m'a violé toute mon enfance. Je n'ai jamais pardonné à l'oncle Vincent.
Ma vie a été gâchée depuis toujours. Je n'ai jamais eu l'amour d'une femme. Je n'ai pas pu avoir d'enfant à cause de lui. À cause de lui, je perds tous mes copains. Je me suis détruit dans l'alcool. Ma vie est foutue depuis longtemps. Ne cherchez pas de photos de moi, je n'en ai pas. Je me suis toujours caché. Je me sens sale. Je n'ai confiance en personne, pour quoi que ce soit. Il est 6h30 du matin, le 20 juin 2004. J'ai rendez-vous avec la mort. Donc voilà, je veux dire, à un moment donné, il faut effectivement pouvoir être entendu tôt ou tard et idéalement le plus tôt possible. Donc voilà, je pense effectivement que ton témoignage a évidemment toute sa place et je ne peux évidemment qu'espérer qu'il ait un écho, si pas évidemment dans la famille même, au moins un écho parmi celles et ceux qui ont vécu des histoires semblables, qui sont encore étouffés dans leur silence et qui peut-être petit à petit et grâce notamment à ton témoignage peuvent se dire que eux aussi finalement à leur tour ils peuvent prendre la parole. Ben oui, c'est mon but. Ouais. Hmm. J'ai mis des années avant de pondre 96 pages, mais ouais, c'est des années de... C'est mon parcours. Je suis arrivée au bout. J'ai encore des choses à régler, bien sûr, hein. Il manque encore des choses, mais je m'en sors bien. Je trouve que je m'en sors bien. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça. J'ai la chance de ne pas trop mal m'en sortir. Donc, autant que je l'utilise, que ce soit utile, Ouais. que ça ouvre certaines oreilles, certains yeux. J'espère. S'il y en a deux d'ouverts, déjà, c'est pas mal. Tu penses avoir fait le tour, Marie-Claire, ou tu souhaitais encore dire Je quelque fais le chose tour. qui te paraissait important? Tu as fait le Oui, tour? j'avais juste noté un truc. J'espère que je vais retrouver. Attends, 2 petites secondes. Je t'en prie. Oui, c'est la page 48 quand je demande à ma grand-mère où est ma sœur. Je dis à ma grand-mère, dis Mémé, elle est où, Marie-Jeanne? Mes parents étaient aussi dans la pièce principale, pas de réponse. Moi, je sais où elle est. Elle est avec le prêtre dans la chambre. Je le sais parce que je n'ai pas pu rentrer. La porte était fermée à clé. Qui peut m'aider? Aidez-moi, je cours. Voilà. Hmm. Et il m'a dit, si tu parles, personne ne te croira. Comme l'eau se change en glace, parfois le silence devient dur, dur et blessant, comme une âme. Ça, c'est la pire. De savoir petite ce qui se passe et de rien pouvoir faire. Ça, c'est la chose terrible que j'ai vue. Mais c'est vrai qu'un enfant, évidemment, d'abord, il n'est pas en mesure de comprendre exactement ce qui se passe. Il n'est certainement pas en mesure, évidemment, de réagir de manière adéquate puisque les adultes, justement, ne réagissent pas. Et donc, il porte quelque part cette culpabilité de son inaction sur ses épaules. Culpabilité, évidemment, qu'il n'a pas apportée. Mais là aussi, je pense que c'est un long travail à faire pour que la victime, j'ai envie de dire, reprenne amplement, pleinement sa place et cesse quelque part de se flageller, de se mortifier pour une réalité qui n'est pas la sienne et qu'elle n'avait pas apportée. Je peux vous dire que pour une petite fille, c'est une énorme torture. Ouais, je l'ai vécu comme ça. Hmm. Et à chaque fois que je relis cette phrase, je fais que pleurer. C'est bien normal.
Oui, bah oui, c'est normal. Et puis c'est vrai que c'est peut-être justement difficile aussi quand on a vécu des choses extrêmement dures, qu'on a étouffées. Parfois, les sentiments justement eux-mêmes sont complètement étouffés. Euh, et, euh, et, et les larmes refoulées, de nouveau, ça se retourne aussi contre soi. Donc à un moment donné, c'est important d'oser à nouveau les émotions, les sentiments. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tout ce que l'on ressent, ce que le corps ressent, les pensées qui germent, tout ça, c'est du réel, quoi. C'est pas de l'imaginaire pour le coup. Parce que petite fille, tu en parlais tout à l'heure, tu étais très fort justement dans l'imaginaire pour survivre et tu vivais avec les escargots quelque part et les mouches. Maintenant, tu peux quand même vivre, je dirais, une vie d'adulte en regardant la réalité en face, même si effectivement elle fait souffrir, de pouvoir mettre des mots sur ce qui a été. Ouais. Mais entre ce qui s'est passé, ce que je viens de décrire, et mettre des mots, j'ai quand même mis des décennies. Ben oui, C'est ça le truc. C'est oui, ça, c'est ça le chemin du silence. oui, C'est les décennies. Pour rester avec ça, garder ça en tête pendant des décennies. Et puis, justement, quand ma soeur est morte, ce truc-là, ça m'est revenu. Je me suis dit, mais je ne vais pas dire que c'est de ma faute, mais je me suis sentie vraiment coupable aussi quelque part. hmm, Je ne vais pas à me sentir coupable, mais automatiquement, on se sent coupable. Qu'est-ce que ça n'a pas suffi ce que j'ai fait. Elle est morte, ça n'a pas suffi. Pour moi, c'est très dur. Et c'est ça que je veux faire prendre conscience à oui. personne. C'est ce chemin-là. D'accord. Ben écoute, Marie-Claire, je te remercie en tout cas pour ton partage. Je te souhaite bonne continuation et j'espère que ton livre aura beaucoup de succès pour toi-même et pour les autres qui auront l'occasion de te lire. Ben, c'est surtout pour les autres, pour réveiller, comme je l'ai dit, ouvrir au moins deux yeux et deux oreilles. Plus. D'accord. Ok. Un grand merci. Merci à toi. À Merci. bientôt. Au Au revoir. revoir.